Par une stratégie de développement basée sur le secteur primaire dans les années 60, l'économie gabonaise prend véritablement de l'envol en 1973, vous le savez, grâce au boom pétrolier. Durant une décennie, le rythme des taux de croissance sera remarquable. Il va atteindre les deux chiffres, tenez-vous bien, entre 1970 et 1975, il sera de 20,3%. Jusqu'ici, tourné vers une économie de rente, le taux de croissance n'est plus jamais allé en dessous, n'est plus jamais allé, j'allais dire, en dessus. Et je vous le disais lors de notre numéro précédent, anticiper l'épuisement de l'or noir confère au chef de l'État Ali Bongo Ondimba une vision réaliste, puisqu'il a entrepris la diversification de l'économie gabonaise à travers le plan stratégique Gabon émergent. Comme dans d'autres secteurs, le PSGE a suscité de nombreuses réformes dans le secteur pétrolier, car vous le savez aussi, le Gabon dispose encore de gisements. Initialement prévu en 2010, le 10e appel d'offres aura finalement lieu en octobre 2014, puisqu'il s'agissait en fait de permettre au gouvernement de la République de plancher sur le nouveau code des hydrocarbures en République gabonaise. Il est désormais adopté. Dans cette perspective, la compagnie nationale Gabon Oil Company aura l'option d'acquérir 15% des parts de tout nouveau contrat pétrolier. Le premier forum national pétrole et gaz est organisé à Libreville. Cependant, 2014 n'a pas enregistré que de bonnes nouvelles. Pénurie de carburant, grève répétée de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole. Pire encore, la chute vertigineuse du prix du baril. La crise pétrolière, l'avenir des hydrocarbures au Gabon, voilà en tout cas qui va constituer l'ossature, disons, la trame de ce 9e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir, consacrée aujourd'hui, vous l'aurez compris, au pétrole et aux hydrocarbures. Le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou est notre invité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous? Très bien. Et le pétrole? Il se porte pas mal. Nous n'allons pas conduire ces débats debout. Je vous en prie, installez-vous. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il vous arrive de suivre cette émission, Faire Savoir? Bien sûr, comme tout bon Gabonais. Et comment appréciez-vous? C'est une mission intéressante qui nous permet de pouvoir exposer sur ce que le gouvernement fait, qui permet aux membres du gouvernement de mieux se faire connaître auprès des populations, de mieux faire connaître les dossiers sur lesquels ils travaillent. Et je crois que ça a été une très bonne initiative et ça nous permet de nous rapprocher de la population. Vous connaissez le principe de cette émission? Oui. Alors, je vous le rappelle, des journalistes vont se succéder ici pour vous poser un certain nombre de questions. Il y aura également des questions du public à travers notre page Facebook. Tapez Faire Savoir ou par SMS, uniquement par SMS, au 02 75 75 75, précédé de 241. Si vous nous contactez de l'étranger, merci en tout cas à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et nos chaînes partenaires à l'instar de Nour TV, Média Plus et Canal Delta Port-Gentil. Bienvenue à tous. Étienne Dieudonné Ngoubou, nous avons tendu notre micro à un certain nombre de compatriotes sur ce qu'ils savent de la crise pétrolière. Voici leur réaction et nous entamons la première série des questions. Dans le monde, la crise existe. Bon. Il faut que chaque pays s'adapte. C'est tout. Dans tous les secteurs, c'est dur. Hein? Nous avons aujourd'hui plusieurs entreprises qui sont en train de fermer. Nous avons des départs volontaires qui sont proposés aujourd'hui à certains agents. Ce sont là des impacts qui montrent concrètement que la baisse de ce coût du baril a réellement des effets sur l'économie gabonaise. On doit se poser quand même une question. Nous sommes dans un pays qui se veut être planifié. La crise est arrivée, mais n'avions-nous pas un plan B? Ne pensions-nous pas déjà à cette crise qui était déjà perçue même par les pays aujourd'hui émergents, même si nous aspirons seulement à cette émergence? Mais je crois que nous avons de brillants économistes qui avaient déjà sonné effectivement cette sonnette d'alarme pour dire qu'il faut faire attention, notamment dans le cadre de nos dépenses, avec le train de vie de l'État qui devrait aujourd'hui, en termes d'effectivité,
être revue déjà à la baisse. Vu que tous les secteurs de l'État sont paralysés, vous pouvez le constater comme nous. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup le cadre de votre micro-trottoir parce que c'est une émission qui est très regardée. Et j'adresse un message à toutes les autorités de la République de tout faire en sorte que cet engrenage passe parce que vraiment, on n'en peut plus. Les Gabonais sont asphyxiés. Mais il y a des licenciements qui sont en train d'être faits. Il y a au niveau de Shell, ça a été évident aujourd'hui. Perenco, toutes les grosses entreprises pétrolières, notamment basées à Port-Gentil particulièrement et au Gabon en général. Mais nous prions que ça aille mieux au Gabon parce que les années antérieures, nous n'avons pas vécu ce qui se passe maintenant, que la Vierge Marie elle-même intercède pour nous. Étienne Dieudonné Ngobou, vous venez d'entendre ces réactions des Gabonais. Quelle est la vôtre? Je peux constater que les Gabonais sont au fait de la situation et il est vrai que le secteur des hydrocarbures sur le plan mondial connaît une période de crise. Et je peux dire que pour le Gabon, cette période a été anticipée puisque nous avons accélérer la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire et législatif qui devrait permettre de sécuriser les avoirs de l'État. Il y a aussi le fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur le plan macroéconomique, a pris des décisions très fortes, telles que le plan stratégique Gabon émergent, la volonté de créer de nouveaux secteurs d'activité au Gabon, de booster de nouveaux secteurs d'activité au Gabon, tels que l'agriculture, tels que la transformation. Nous avons l'exemple parfait qui est l'obligation de la deuxième transformation des grumes sur le territoire national. Nous avons également l'initiative prise par le Président de la République d'engager la transformation des produits pétroliers avec la création de la pétrochimie sur le territoire national, qui va rapidement voir le jour avec la création d'une zone pétrochimique à Port-Gentil autour du complexe OLAM, complexe pétrochimique de OLAM, dont les travaux vont commencer très rapidement. Et nous avons signé, lors du dernier séjour de Son Altesse le roi Mohamed VI au Gabon, un accord avec l'Office chérifien du phosphate pour créer une usine d'engrais au Gabon. Et là aussi, il y aura un deuxième pôle de pétrochimie qui va être créé. Donc, nous allons en parler tout au long de cette émission. Ne disons pas qu'il n'y a pas de programmation, qu'il n'y a pas de planification. Il faudrait que les Gabonais comprennent que des initiatives fortes ont été prises par le chef de l'État. Le gouvernement a été instruit pour les mettre en valeur. Maintenant, il faudrait qu'on puisse prendre le temps de le faire. Et comme vous êtes chargé de les matérialiser, toutes ces décisions, toutes ces réformes, voilà un peu la raison de votre présence ici. Vous l'avez constaté, Tassiana Minko et Jacques Fourier, Mangumba Maloulou nous ont rejoints sur ce plateau, respectivement de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Vos questions. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Alors, avec la crise du pétrole, on parle également de la chute du baril. Qu'est-ce qui sera à l'origine de cette chute? Écoutez, la chute du prix du baril, le prix de référence qui est le Brent de la mer du Nord, est simplement due au fait qu'il y a eu une arrivée massive de nouveaux volumes de pétrole produits sur le marché, principalement venant de l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, production provenant du pétrole de schiste. Et on s'est retrouvé avec une offre qui dépassait de près de 1 million de barils par jour la demande. Et vous savez que dans ces cas-là, le marché s'autorégule, les prix ont baissé. Et ces prix ont été accélérés par la volonté de certains économistes de voir arriver une réelle reprise économique dans ces pays de l'hémisphère nord. Et les États-Unis d'Amérique ont pris la décision de ne plus importer de brut. Et ils ont consommé principalement leur production nationale. Donc nous sommes retrouvés avec des pays comme le Nigeria qui sont retrouvés avec des excédents de production sur le marché. Donc le marché a dégringolé. Et on a atteint moins de 47 $ le baril à la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Et heureusement pour nous, les gisements de pétrole de schiste se sont multipliés sur le globe. Et certains grands producteurs tels que l'Arabie Saoudite ont réagi en annonçant le 27 janvier qu'il était inadmissible d'avoir des prix de baril aussi bas. Et depuis cette date, on a eu une reprise.
qui fait que le prix du baril aujourd'hui oscille aux alentours de $60 le baril pour le pétrole de référence, le Brent de la mer du Nord. Voilà si succinctement exprimé les raisons pour lesquelles nous avons eu cette chute. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. L'activité du raffinage au Gabon rencontre de nombreux déficits, de toute évidence. Alors, qu'est-ce qui sera à l'origine de ces déficits? Et en période de crise, est-ce que ce problème n'est pas susceptible de s'aggraver? L'activité de raffinage rencontre quelques déficits actuellement sur le territoire national. Je dis non. Nous avons un vieil outil de production qui est la Sogara, qui n'a pas été remise à niveau pendant plusieurs années. Et nous avons eu une perte de compétences dans cette société, il faut le dire. Vous savez, vous voulez dire entre vous, j'ai une parole franche. Nous avons eu une perte de compétences dans plusieurs secteurs industriels gabonais. Et depuis les années 90, je le répète, depuis les années 90, nous n'avons plus formé dans des métiers spécialisés. J'ai été nommé à la tête du département des hydrocarbures en février 2012. En 2013, il y a eu des incidents graves à la Sogara qui pourraient être interprétés comme des actes de sabotage ou des actes d'incompétence notoire. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur le ministre? Ça veut dire qu'il est inadmissible. Soyez précis. Il est inadmissible qu'on ait des départs de feu dans une raffinerie. Je viens du monde du pétrole, une étincelle peut vous rayer toute une ville s'il y a feu. C'est le genre de situation que vous n'avez pas connue lorsque vous étiez à Shell? J'ai eu quelques incidents à Shell, mais pas de ce type. Okay. La suite. Monsieur le ministre, le tort infligé à qui? Le personnel qui n'est pas formé ou c'est l'État qui devrait former le personnel? L'État n'est pas propriétaire de Sogara. Mais le personnel... Le véritable problème que nous avons eu pendant de nombreuses années, le personnel évitait de se faire former. Le personnel évitait de se mettre à niveau. Je le dis bien, alors, le mot n'est pas simple. Si vous voulez bien, Tassiana Minko, nous allons revenir avec le panel 3 sur cette question de formation et des personnels justement qui évoluent dans ce secteur. Alors, je vous propose de poursuivre avec la situation et les perspectives dans le secteur. Justement, Monsieur le ministre, entre l'ONEP et le patronat, il y a eu une certaine brouille. Où se situe aujourd'hui la sérénité? Est-ce qu'elle est revenue? Est-ce que le patronat a pu quand même accélérer les choses? Il n'y a pas eu de brouille entre l'ONEP et le patronat. L'UPEGA n'a jamais eu de brouille avec l'ONEP. L'UPEGA, c'est le syndicat des sociétés du secteur pétrolier, producteurs de pétrole, ainsi que le groupement des professionnels pétroliers. Nous n'avons pas eu de brouille. Ils n'ont pas eu de brouille avec l'ONEP, ils n'ont pas eu de source de conflit avec l'ONEP. La preuve, c'est que le dernier mouvement d'humeur mené par l'ONEP n'avait rien à voir avec leurs employeurs, puisqu'ils ont posé le préavis au niveau du gouvernement. Et il y a discussion, il y a négociation, il y a échange. Ce sont des relations tout à fait normales entre des employés et les représentants du patronat. Il y a sur la table aujourd'hui une négociation des accords collectifs de l'établissement qui sont en train d'être négociés avec l'assistance du ministère du Travail. Nous attendons les résultats pour pouvoir nous prononcer sur cela. Et dans ce sens, quel a été votre apport, Monsieur le ministre? L'apport du ministère du Pétrole. Et Monsieur le ministre? Dans ces négociations. Tout à fait. Mais écoutez, nous nous sommes permis de rappeler à l'ONEP qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde mondialisé. Un investisseur qui vient au Gabon a la possibilité d'aller s'installer au Kazakhstan également. Donc nous avons établi ce que nous souhaitons voir globalement transcrit dans ces accords afin que le monde puisse trouver le secteur des hydrocarbures au Gabon suffisamment attrayant pour venir y investir. Et nous attendons les résultats pour voir si cela sera conforme avec nos attentes. Le Fonds monétaire international table sur une croissance de 5,8% en Afrique subsaharienne en 2015. Quel regard portez-vous sur cette estimation? Vous savez que cette estimation de croissance est basée principalement sur le secteur hors pétrole. Bien sûr. Et au Gabon, le secteur hors pétrole a une croissance très proche de 10% par an. Pour notre part, nous, dans le secteur des hydrocarbures, nous sommes actuellement en négociation avec les sociétés qui opèrent et qui vont opérer dans le secteur pour pouvoir maintenir leur niveau d'investissement. Il faudrait que je puisse vous dire ici que la baisse du prix du baril n'a pas que des effets négatifs, puisque la baisse du prix du baril a entraîné une baisse des services au secteur pétrolier. Et je suis en discussion avec les sociétés du secteur afin que l'on puisse réaliser des infrastructures
qu'on puisse optimiser les infrastructures de transport et de traitement de produits pétroliers pour préparer l'avenir et ne plus subir les effets exogènes à l'économie gabonaise. Justement, vous parlez d'optimiser les finances de l'État, Monsieur le ministre, et dans cette perspective, on entend réaliser des réformes dans le secteur du raffinage. Est-ce qu'on doit s'attendre à des licenciements dans les entreprises? Le secteur des hydrocarbures au Gabon, aujourd'hui, est en pleine mutation. Je ne pense pas qu'il va avoir des licenciements de masse. C'est une grande préoccupation. Je ne pense pas. Il va y avoir des mouvements de personnel. D'accord. Monsieur Tessa Mwanga vous l'a dit tout à l'heure, moi-même, je suis issu du secteur pétrolier. J'ai commencé ma carrière dans le secteur pétrolier et par la suite, je suis parti vers d'autres secteurs. Donc, régulièrement, il va y avoir des arrivées et des départs et je ne pense pas qu'il y aura des licenciements de masse dans le secteur des hydrocarbures au Gabon. Étienne Dieudonné Goubou, nous avons justement, nous, dressé un regard sur l'impact de la crise pétrolière, notamment à Port-Gentil, la capitale économique. Nous suivons ce reportage et nous nous retrouvons juste derrière. Derrière la quiétude et l'entrain ambiant, la zone dite du nouveau port dans la capitale économique gabonaise vit de jour en jour au rythme des grincements de dents, conséquence inéluctable de la chute du prix du baril du pétrole dans le monde. En effet, ce coin du port commercial de l'Oprague, réputé comme poumon de l'économie port-gentillaise et partant du Gabon, du fait des nombreux opérateurs et sous-traitants pétroliers qui y ont élu siège social, nous renvoie des signes d'alerte à ne pas négliger. Chaque jour, des cas de licenciement y sont répertoriés. Avec un prix du baril du pétrole parti de $119 ou l'équivalent de près de 60 000 francs à moins de $40, soit moins de 20 000 francs CFA, il fallait s'attendre à des politiques de restriction des dépenses au sein de ces entreprises ayant pour point focal l'or noir gabonais. Malheureusement, cela se fait au détriment d'une main-d'œuvre qui, un peu comme le secteur en général, ne s'y attendait pas du tout. Dans le meilleur des cas, on parle de départ négocié et dans le pire de licenciement pur et dur et sur des motifs parfois fallacieusement montés. Le règne de l'omerta semble donner quitus à tout ce qui se passe derrière les murs de ces entreprises qui, comme tous les pays producteurs de pétrole au monde, rêvent d'un volte-face qui viendra remettre les pendules à l'heure. Mais en attendant, c'est la chasse aux sorcières. À l'heure où le président de la République, au sortir du récent séminaire gouvernemental, évoquait le refus des institutions gabonaises à sombrer dans une récession, le secteur privé qui reste étroitement lié à ces fluctuations semble ne pas avoir le choix que d'anticiper sur ces temps difficiles qui pourraient perdurer. Il est important de noter ici que les relations entre majors et sous-traitants s'en voient également ternies, car qui dit besoin de serrer la ceinture parle en même temps de rupture ou de suspension temporaire ou non de contrat. Ainsi va donc le secteur pétrolier gabonais qui, malgré le désir de diversification de notre économie, demeure le plus gros contributeur au produit intérieur brut du pays des Panthères. Nonobstant tout ceci, il paraît mieux adapté pour ces entrepreneurs d'opter pour une main-d'œuvre à forte coloration gabonaise, surtout quand on sait ce que coûte un employé expatrié. Malheureusement, c'est le contraire qui semble primer, à tel point que des malaises mijotent dans le silence suspect de ces administrations privées. Personne n'y échappe, cadre comme simple agent. La seule question facilement lisible sur les yeux des uns et des autres, à qui le tour ? Étienne Dieudonné Goubou, on aurait pu intituler ce reportage « Silence, on licencie ». Vous dites qu'il n'y aura pas de licenciement dans le secteur. Ce n'est pas paradoxal? Il n'y aura pas de licenciement massif. Il y aura licenciement quand même? Il y aura des réajustements qui vont s'opérer. Je voudrais dire ici... Il y aura licenciement ou non, Monsieur le Ministre? Il y aura certains licenciements, mais nous allons tout faire pour les pondérer et éviter qu'ils soient massifs. Et je disais tout à l'heure que nous avons engagé des discussions, des échanges avec les différentes entreprises du secteur pétrolier. Vous deviez le savoir, puisque vous voyagez à travers le pays. Nous sommes là pour faire savoir. Port-Gentil s'est fermé sur elle-même. Les sociétés pétrolières se sont fermées et sont concentrées sur le secteur pétrolier. Le président de la République, aujourd'hui, initie le développement de nouveaux secteurs économiques du pays. Et nous sommes en train de faire comprendre aux sociétés pétrolières, plus principalement les sous-traitants du secteur pétrolier, qui peuvent faire valoir leurs compétences dans d'autres secteurs économiques. Nous avons aujourd'hui Olam qui développe l'huile de palme. L'huile de palme, c'est un combustible également. Il faut une certaine technicité, une certaine compétence. Les sociétés
sous-traitants du secteur pétrolier pourront aller compétir dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous pensons que nous allons pouvoir éviter des licenciements massifs par le déplacement de compétences du secteur pétrolier vers le secteur industriel de transformation. Et c'est cela le travail du ministre du pétrole et des hydrocarbures. Que vous êtes. Nous sommes au sein du gouvernement le premier avocat du secteur et nous devons pouvoir discuter avec les autres ministres, avec le ministre de l'économie plus particulièrement, pour faire en sorte que nous puissions contribuer au développement du pays. Quand nous parlons du secteur pétrolier, jusqu'en 2009, c'était un secteur où il y avait beaucoup d'argent, où il y avait des travaux difficiles. Il n'y en a plus, monsieur le ministre ? Où il y avait énormément de compétences et d'expertise. Mais aujourd'hui, il faudrait que cette expertise, ces compétences, aillent vers d'autres secteurs de l'économie pour soutenir l'action et la politique du chef de l'État. C'est ce que nous faisons. Il y a encore de l'argent, puisque... Il y a encore de l'argent. Ne vous en faites pas. Le jour où il n'y aura plus d'argent, plusieurs entreprises partiront. Et je pense qu'à ce moment-là, la situation sera plus critique aujourd'hui. Et nous savons aussi que 50% du budget de l'État sont quasiment tributaires des revenus pétroliers. La suite, Tassiana Miko. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Merci. Nous en parlerons encore. Merci pour nous, c'est en train de changer. Tassiana Miko. Monsieur le ministre, le gouvernement, le 6 février dernier, a annoncé avoir mis fin à la subvention sur certains produits pétroliers, comme le gasoil, l'essence. Alors, quelle serait la portée socio-économique de cette décision? Écoutez, je peux vous donner certains chiffres. D'accord. Premièrement, il faudrait qu'on reprenne ce qu'a dit sur ce plateau Monsieur le ministre en charge de l'économie. Les combustibles, les carburants ne bénéficient pas à l'ensemble des Gabonais. Les carburants bénéficient principalement aux Gabonais nantis. Il y a des Gabonais nantis, monsieur le ministre? Dans tout pays, il y en a qui sont plus ou moins nantis. Bon. Il vous l'a dit ici, je pense devant vous, que les subventions au carburant bénéficiaient plus au ministre de l'économie qu'il était qu'à votre garagiste ou qu'à votre technicien de surface. Or, son Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaite que ce pays, qui est le Gabon, pays qu'il aime, ait un développement inclusif, qui puisse bénéficier à tout le monde. C'est la raison pour laquelle il y a une école qui a pensé qu'au lieu de mettre 130 à 150 milliards de francs CFA de subventions au carburant, il serait peut-être utile que ces 150 milliards de francs CFA aillent à la construction de routes, d'écoles et d'hôpitaux. Alors, Étienne de Denengoubou, permettez-moi, je vous en prie. Non, mais il y a une question du public qui va dans le même sens. S'il vous plaît, sur notre page Facebook, c'est pour vous donner un peu plus de matière. Alors, si la régie est prête, nous allons prendre cette question. Sur notre page Facebook, la suppression de la péréquation va-t-elle entraîner l'augmentation du prix du carburant? Vous pouvez apercevoir cette question sur votre petit écran. Bien, je voudrais ici dire, pour terminer mes propos, que j'ai engagé avec madame, je vous en prie. 150 milliards de francs CFA, c'est sur l'année le quart de ce que nous devons investir dans les routes et les écoles pour pouvoir maintenir le niveau de confort à nos populations dans leur déplacement et dans la formation de leurs enfants. Que devons-nous faire? Continuer à subventionner le carburant qui bénéficie plus à des personnes comme moi qu'à des personnes de petites conditions qui ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école et qui ont besoin de pouvoir se déplacer par là dans leur village. Et il y a une réflexion qui a été menée. Des orientations ont été données pendant le séminaire gouvernemental de la Pointe-Denis du 23 au 25 janvier dernier. Il a été dit de maintenir les subventions au gaz butane domestique, de maintenir les subventions au pétrole lampant domestique, produits consommés par excellence par les populations à faible revenu, et de voir ce qu'il fallait faire pour le gasoil et l'essence. C'est en cours d'évaluation, il y a une réforme qui est menée actuellement, et c'est mon collègue de l'économie qui prendra le dossier et présentera les conclusions au Conseil des ministres pour que nous prenions des décisions. Et je voudrais rebondir sur la question du téléspectateur. Je peux vous la rappeler? Non, non, c'est bon. Il n'est pas question de mettre un terme à la péréquation. Il est question d'optimiser la stabilisation. Parce que la subvention, c'est la stabilisation.
C'est un mécanisme qui est mis en place pour atténuer les fluctuations du prix du carburant à la pompe et éviter qu'il y ait trop d'écart qui pourrait pénaliser l'industrie et les consommateurs. La péréquation, c'est le maintien du prix du produit pétrolier identique sur l'ensemble du territoire national. Cela, le Conseil des ministres l'a entériné, ne sera pas suspendu. Le prix à la pompe actuel correspond à quel prix du baril actuellement? C'est une très bonne question. Il faudrait que vous sachiez que le prix du pétrole à la pompe aujourd'hui correspond à un prix du Brent de 37 $. Donc même quand nous étions plus bas, fin décembre, quand nous étions à 47 $, on n'avait pas encore atteint le prix d'équilibre du baril du pétrole par rapport au prix des produits pétroliers à la pompe. Et en maintenant la péréquation, Monsieur le Ministre, comment cela va-t-il se faire concrètement sans la subvention? Est-ce que les prix seront libres? Est-ce que ce sera véritablement réglementé par l'État? Je vous ai dit que la péréquation n'est pas la stabilisation. Et c'est la stabilisation qui entraîne des subventions. Écoutez, nous avons travaillé, les économistes, les financiers et les techniciens, et nous avons défini une enveloppe de subventions acceptable pour le budget de l'État, qui devrait permettre au gouvernement de soutenir la politique d'investissement et de développement économique qui nous a été instruite par le chef de l'État. En 2015 ? Sur les prochaines 3 années. Et je vous ai dit que le ministre de l'économie va rendre ses conclusions. Quel niveau de subvention nous allons accorder au gazoil, à l'essence, c'est à lui de le dire par rapport aux travaux de nos techniciens. Et comme vous le savez très bien, j'aime respecter les prérogatives de mes collègues. Je ne m'aventure jamais sur le terrain. Je lui laisse la priorité pour vous annoncer les résultats de ces réflexions. L'action gouvernementale reste collective, Monsieur le Ministre. Oui, mais vous savez, trop souvent, des personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent s'aventurent et disent des choses très peu sensées. Moi, j'essaie de ne pas m'engager sur ce chemin-là. Tassina Minko, Jacques Fourier-Mangouba Maloulou, je vous accorde 2 dernières questions. Monsieur le ministre, concernant toujours cette situation, il y a aussi l'impact sur les transports urbains. Et on sait qu'à Libreville, le transport coûte cher en ce moment. Quelles sont les mesures palliatives qu'il faut prévenir? Est-ce que le coût du transport à Libreville est lié au prix des carburants? Je ne crois pas. Le gouvernement préconise le développement de nouvelles voies de communication et peut-être de nouveaux modes de communication. Vous pensez que s'il y a augmentation, il n'y aura pas une incidence? Renforcera certains moyens de transport. Il n'y aura pas d'incidence, Étienne Dieudonné Ngoubou? S'il y a augmentation du prix des carburants à la pompe, il n'y aura pas d'incidence sur le prix des transports? L'incidence sera très faible et je crois que les prix de transport ne changeront pas. Qu'est-ce qui peut nous garantir cela, Monsieur le Ministre, puisqu'on fait face toujours à des prix de transport à Libreville? Qu'est-ce qui peut vous garantir le fait qu'il n'y aurait pas d'augmentation des prix de transport s'il y a augmentation des prix à la pompe? Qu'est-ce qui peut nous le garantir? Je vous invite à attendre l'arrivée de Madame le ministre des Transports pour qu'elle puisse vous répondre à cette question. Monsieur le ministre, c'est votre collaborateur tout de même. Oui, mais je ne m'occupe pas des questions de transport. Je vous ai dit que je n'aime pas empiéter sur le domaine réservé de mes collègues. Surtout que je n'ai pas les dernières informations de ces secteurs-là. La suite, Jacques Fourier-Mangouba Maloulou. Monsieur le ministre, il s'est tenu en octobre 2014 le premier forum national sur le pétrole et le gaz. Quelles ont été les conclusions de cette rencontre de Libreville? Peut-être revenir avant cela, au mois de mai, il y a eu le premier forum national sur la sous-traitance dans le domaine pétrolier. Que retenir, Monsieur le ministre? Oui, de ces 2 forums. Tout à fait. Nous avons une meilleure connaissance de la cartographie du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. Nous avons aujourd'hui les outils pour mener une politique proactive d'amélioration de la position des Gabonais dans ce secteur. Qu'est-ce qui a été fait? Suite au premier forum sur la sous-traitance, il y a eu un partenariat signé entre Bourbon Surf, France, et la Gabon Company pour créer Bourbon Gabon. C'est
des emplois supplémentaires pour les Gabonais. Il y a une négociation à l'heure actuelle. Ils sont déjà visibles, monsieur le ministre, ces emplois? Ils sont déjà visibles. Et Bourbon forme déjà plus d'une dizaine de Gabonais au métier du pilotage maritime. Il y a des négociations en cours entre la société Sigma, qui fait la maintenance des installations sous-marines, avec un partenaire américain. J'attends qu'ils concluent leurs négociations et qu'ils créent leur joint venture pour l'annoncer officiellement. Il y a d'autres opportunités d'affaires qui sont en train de se créer. Qu'est-ce qu'il y a comme... Quels sont les avantages que nous pouvons attendre du premier forum Oil and Gas Gabon qui s'est passé au mois d'octobre? C'est déjà, premièrement, on a eu l'opportunité de mieux vendre notre domaine pétrolier. On a eu l'opportunité de mieux faire connaître la Gabon Oil Company. On a eu l'opportunité de créer des échanges entre compagnies du secteur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous allons être beaucoup plus proactifs dans le secteur des hydrocarbures au Gabon pour optimiser nos activités et mieux maîtriser nos coûts. Vous êtes satisfait des deux forums? Monsieur le ministre? Oui, très satisfait. Alors, si vous avez encore des questions, il vous reste 2 à 3 minutes. Hein. Si vous en avez encore, on peut y aller très rapidement. Ben, monsieur le ministre... Le ministre a répondu à toutes vos questions. Tatiana Minko. Peut-être, monsieur le ministre, pour les personnes qui vivent en zone rurale, ce serait très intéressant peut-être de préciser cela. Est-ce qu'avec la crise, le prix du lait du pétrole va changer? Non. Et je peux vous dire que je m'engage, avant la fin de l'année 2015, à vulgariser les stations-service villageoises, compactes, sur skid, pour pouvoir porter plus proche de nos compatriotes qui vivent dans l'arrière-pays le gazoil, le pétrole, au même prix qu'à Libreville. Monsieur le ministre, la promesse est une dette. Je vous invite à revenir me voir au mois de septembre et nous allons visiter cela. Des études ont été faites. Mes prédécesseurs ont fait des études. Et on a pensé qu'on pouvait utiliser des moyens compacts pour le faire. Maintenant, il fallait trouver les moyens de financer cette campagne d'installation. Ces moyens ont été trouvés. Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons le faire. Nous vous accordons le bénéfice du doute. Non, je vous invite au mois de septembre et nous pourrons visiter les 9 provinces du Gabon et vous constaterez que ce type d'installation existe déjà. Alors, monsieur le ministre, Étienne Dieudonné Ngoubou, nous avons un compatriote qui nous demande, et je pense que c'est une faveur qu'on pourrait faire à ce compatriote qui nous suit attentivement. Il nous propose, cela ne se fait pas habituellement, de repasser l'élément sur la crise pétrolière à Port-Gentil, la façon dont elle est vécue et quel est l'impact en réalité pour qu'il puisse nous envoyer quelques questions, vous envoyer quelques questions, monsieur le ministre. Nous allons resuivre ce reportage, s'il vous plaît. Derrière l'inquiétude et l'entrain ambiant, la zone dite du nouveau port dans la capitale économique gabonaise vit de jour en jour au rythme des grincements de dents, conséquence inéluctable de la chute du prix du baril du pétrole dans le monde. En effet, ce coin du port commercial de l'Oprague, réputé comme poumon de l'économie port-gentillaise et partant du Gabon, du fait des nombreux opérateurs et sous-traitants pétroliers qui y ont élu siège social, nous renvoie des signes d'alerte à ne pas négliger. Chaque jour, des cas de licenciement y sont répertoriés. Avec un prix du baril du pétrole parti de $119 ou l'équivalent de près de 60 000 francs à moins de $40, soit moins de 20 000 francs CFA, il fallait s'attendre à des politiques de restriction des dépenses au sein de ces entreprises ayant pour point focal l'or noir gabonais. Malheureusement, cela se fait au détriment d'une main-d'œuvre qui, un peu comme le secteur en général, ne s'y attendait pas du tout. Dans le meilleur des cas, on parle de départ négocié et dans le pire de licenciement pur et dur et sur des motifs parfois fallacieusement montés. Le règne de l'omerta semble donner quitus à tout ce qui se passe derrière les murs de ces entreprises qui, comme tous les pays producteurs de pétrole au monde, rêvent d'un volte-face qui viendra remettre les pendules à l'heure. Mais en attendant, c'est la chasse aux sorcières. À l'heure où le président de la République, au sortir du récent séminaire gouvernemental, évoquait le refus des institutions gabonaises à sombrer dans une récession, le secteur privé qui reste étroitement lié à ces fluctuations semble ne pas avoir le choix que d'anticiper sur ces temps difficiles qui pourraient perdurer. Il est important de noter ici que les relations entre majeurs et sous-traitants s'en voient également ternies, car qui dit besoin de serrer la ceinture parle en même temps de rupture ou de suspension temporaire ou non de contrat. Ainsi va donc le secteur pétrolier gabonais qui, malgré le désir de diversification de notre économie, demeure le plus gros contributeur au produit intérieur brut du pays des Panthères.
Nonobstant tout ceci, il paraît mieux adapté pour ces entrepreneurs d'opter pour une main-d'œuvre à forte coloration gabonaise, surtout quand on sait ce que coûte un employé expatrié. Malheureusement, c'est le contraire qui semble primer, à tel point que des malaises mijotent dans le silence suspect de ces administrations privées. Personne n'y échappe, cadre comme simple agent. La seule question facilement lisible sur les yeux des uns et des autres, à qui le tour ? Une question à 3 mots, Monsieur le ministre, que notre compatriote nous envoie. À qui le tour? Écoutez, il a utilisé le terme de licenciement abusif. Tout à l'heure, je n'ai pas souligné le terme abusif dans mes propos, mais je voudrais le faire maintenant. Un licenciement en République gabonaise ne peut pas être abusif. Parce que pour licencier, il faut l'autorisation du ministère du Travail. Et pour le secteur des hydrocarbures, il y a un inspecteur du travail spécialisé, dédié à ce secteur. Ensuite, il a été rappelé dans ce reportage la problématique de l'emploi des nationaux. Le gouvernement de la République a mis en place un programme de formation qui a commencé en 2013, qui se poursuit. Nous sommes en train de renforcer les structures de formation pour pouvoir améliorer la qualité et la quantité des nationaux qui pourraient être embauchés dans ce secteur et qui pourront avoir accès à des postes de responsabilité. Le secteur, il n'y a pas réellement d'école de pétrole. Les métiers du pétrole sont des métiers spécifiques qu'on acquiert par expérience et on recrute à l'entrée des personnels venant de formation générale. Et c'est en s'exposant aux infrastructures pétrolières qu'on acquiert cette expertise. Pour faciliter cela, et aussi pour soutenir les autres secteurs de l'économie gabonaise, il a été signé entre l'ONE, l'UPEGA et le ministère des Hydrocarbures en mai dernier une convention qui autorise le compagnonnage de jeunes diplômés dans le secteur. Donc, nous faisons beaucoup actuellement pour qu'il y ait une entrée en masse de nationaux dans le secteur des hydrocarbures, des formations de ces nationaux dans leurs premières années de vie professionnelle, pour leur permettre d'acquérir une certaine expertise, et ensuite pour leur donner l'opportunité d'être compétents dans ce secteur d'activité. Et sur les personnels, nous y reviendrons, Monsieur le ministre. Nous allons longuement parler avec le 3e panel, justement, des ressources humaines dans le secteur pétrolier. À qui le tour? Une question à 4 mots. À qui le tour? C'est le vôtre. Louis-Philippe Mbadinga et Nadège Monda nous ont rejoints sur ce plateau. Monsieur le ministre, respectivement de l'AGP, journaliste, blogueuse, vos questions. Monsieur le ministre, nous allons certainement revenir sur le reportage qui vient de passer. La question est de savoir, selon vous, il n'y a pas de licenciement abusif pour le moment? Pour moi, pour le moment, il n'y a pas de licenciement abusif. Donc, vous n'en avez pas? Il y a certainement de mouvements de population, de mouvements d'employés. Oui, c'est inhérent à tout secteur de l'économie. Mais abusif, non. Des licenciements en dehors du cadre légal, je ne crois pas. De toute façon, je voulais dire ici aux populations de Port-Gentil qu'avant la fin du mois d'avril, une mission conjointe de plusieurs membres du gouvernement se rendra dans la capitale économique pour pouvoir nous rendre fait des conditions de vie et de travail de nos compatriotes à Port-Gentil et pour pouvoir annoncer certaines mesures qui vont être prises par le gouvernement pour alléger leur quotidien. Dans le secteur pétrolier, c'est ça? Non, non. C'est une mission qui concerne exclusivement le secteur pétrolier? Qui concerne la province de Guémat. Vous avez, qui vivent. Vous avez certainement, ou peut-être pas, vous nous direz, vous avez certainement entendu parler, en tout cas, d'une certaine préférence des employés expatriés plutôt que nationaux. Là, pour vous également? Une certaine préférence d'employés expatriés au lieu des nationaux. Oui. Soyez plus explicite, Nadège. Plus explicite, c'est-à-dire que dans le secteur pétrolier, notamment à Port-Gentil, on privilégie l'embauche d'employés donc expatriés plutôt que gabonais. Vous voulez que je sois franc avec vous? Ah, vous devez être franc avec les Gabonais, monsieur le ministre. Je vais être franc avec les Gabonais. Voilà. J'ai commencé à travailler dans le secteur des hydrocarbures
Et à l'époque, j'étais même délégué du personnel. Et j'ai fait partie de ceux qui ont négocié certaines conditions de travail, ce qu'on appelle les rotations de chantier. C'était à l'époque des rotations de 14-14 ou de 28-28. Vous étiez à Shell? J'étais à Shell, j'étais délégué du personnel. OK? J'ai quitté le secteur des hydrocarbures en 1999 et j'y suis revenu en tant que ministre en 2012. Quand j'ai vu ce qui a été fait, entre-temps, j'ai été scandalisé. Madame, pour un poste sur chantier où on a besoin de 3 personnels, ils sont 5 à 6 aujourd'hui. Cela entraîne des coûts supplémentaires à la société. Et cela fait en sorte que les coûts de personnel au Gabon sont les plus élevés dans le golfe de Guinée. Moi, je suis prêt à discuter avec les représentants des personnels du secteur pétrolier. Monsieur le ministre a certainement entrepris quelque chose pour remédier à cet état de fait. Et à revenir à des conditions beaucoup plus normales. Et c'est vrai qu'on va se retrouver avec du surplus de personnel. Ça sera à nous de démarrer des activités pour les employés. Et c'est ce qui est en train de se faire. D'accord. C'est donc votre réponse. Monsieur le ministre, il y aura mouvance de personnel, mais dans son entièreté, nous n'aurons pas un accroissement de chômage pour les personnels à sous-traitants du secteur pétrolier. Louis-Philippe Balinga. Dans ces temps de crise, monsieur le ministre, l'exploration de pétrole en mer profonde et très profonde semble être une perspective, une sortie ou une bouée de sauvetage. Qu'en est-il actuellement du 10e appel d'offres pétrolier dont on dit qu'il y a des entreprises qui ne seraient pas contentes? Vous me l'apprenez, M. Badinga? On dit que les majors n'ont pas eu satisfaction au cours de... Mais écoutez, il y a eu un processus d'appel d'offres qui a été lancé au 4e trimestre de l'année 2013 et qui s'est achevé au 3e trimestre de 2014. Et ce processus d'appel d'offres a été le plus transparent du secteur des hydrocarbures dans le monde. Et nous avons adopté des mécanismes anglo-saxons d'enchères. Tous les prétendants au bloc du domaine pétrolier gabonais se sont retrouvés dans une salle, c'était à l'hôtel Elikona Suite, et ils ont renchéri leurs offres devant tous les concurrents. Certaines sociétés n'ont pas cru en ce mécanisme. Ils en ont payé les frais. Ils sont venus s'excuser. Il y a eu des sociétés américaines qui n'ont pas compris le processus, qui sont venues s'excuser. Il y a eu des sociétés présentes dans le domaine pétrolier gabonais qui sont venues, qui se sont excusées. Nous avons adopté un processus clair. Les barèmes d'évaluation ont été communiqués aux entreprises avant qu'ils fassent leur dernière offre. Quand ils faisaient la dernière offre, leur évaluation a été faite sur un écran, par eux-mêmes, pas par les fonctionnaires du ministère. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique le retard enregistré justement en ce qui concerne cet appel d'offres dont on parle pourtant depuis plusieurs années? Il n'y a pas eu réellement de retard. Il y a eu une phase mercantile où la République gabonaise a fait la promotion de son domaine. Des experts sont allés aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Europe. Ça nous a pris 2 ans. Pendant ce temps, certains contrats étaient signés. Ces contrats étaient plus modernes que la loi. Nous avons testé certaines nouvelles clauses pour nous mettre aux standards internationaux. Donc on s'est retrouvé au début de l'année 2014 avec des contrats beaucoup plus modernes que notre loi. Le gouvernement a décidé de finaliser la rédaction de la nouvelle loi. Elle a été promulguée sous forme d'ordonnance en avril 2014 et sous forme de loi en août 2014. Et ça nous a permis, parce que certains opérateurs souhaitaient avoir un document fini, stable, qui pourrait garantir leur investissement au Gabon sur des années. Avec l'ordonnance, on a démontré que les avancées réalisées dans le cadre des contrats étaient prises en compte par la législation. Et
les premiers contrats ont commencé à être signés dans la foulée. Et avant même que la loi soit promulguée par le président de la République, après amendement des deux chambres du Parlement, plus de 8 contrats ont été signés. Et aujourd'hui, pour vous dire que le gouvernement essaie d'être beaucoup plus pragmatique, proactif, nous sommes en train de préparer un autre appel d'offres. Et pour cela, on est en train d'acquérir des données techniques pour étoffer notre dossier commercial. Monsieur le ministre, est-ce nécessaire donc de préparer un autre appel d'offres déjà quand on n'a pas encore vu vraiment les résultats du premier par rapport justement aux ventes qui se sont déjà réalisées? Les appels d'offres ne nous garantissent pas des résultats probants pour le concitoyen gabonais. Les appels d'offres permettent d'évaluer l'attractivité de notre domaine pétrolier par rapport au monde des opérateurs pétroliers. Nous attendons des résultats quand même, monsieur le ministre. Les résultats commencent à avoir lieu. Vous savez que... Comment les inscrire dans la durée? Vous savez que le domaine pétrolier est un domaine hasardeux. C'est un domaine spéculatif. Les géologues interprètent une géologie, pensent qu'il y a une possibilité de formation d'hydrocarbures, pensent qu'il y a une possibilité de piège d'hydrocarbures, on appelle ce piège de prospect, mais après il faut aller forer pour s'assurer que l'alchimie de la nature a bien fonctionné, que le piège était bien étanche et qu'il y a bien des hydrocarbures. Et que dit l'alchimie de la nature aujourd'hui? Elle dit que pour ce qui est de notre domaine pétrolier, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et les dernières découvertes nous le confirment. Aujourd'hui, la société Perenco, qui est une société qui a commencé en même temps que moi dans les hydrocarbures dans les années 80, à la fin des années 80, comme des cow-boys, se retrouve être le premier producteur de pétrole au Gabon, avec plus de 60 000 barils par jour. Pourquoi vous dites comme des cow-boys? Parce qu'à l'époque, ils arrivaient sur des têtes de puits, ils mettaient un tuyau sur la tête de puits, ils mettaient un tuyau sur un camion, ils ouvraient, ils remplissaient le camion de pétrole, ils refermaient, ils allaient dépoter chez Shell ou chez Total. Aujourd'hui, ils sont premiers producteurs devant Shell Gabon et devant Total Gabon. Louis-Philippe Badinga, je termine. Je vous en prie, monsieur le ministre, allez-y. Cette société a pu démontrer que dans des géologies que personne ne voulait explorer, il y a du pétrole. Aujourd'hui, en mer profonde, comme disait M. Badinga, Total et Shell nous ont prouvé qu'il y a des hydrocarbures. Sur Diaba, Total, de l'huile et du gaz. Sur les blocs BC, D, 10, Shell a prouvé qu'il y a eu du gaz. Donc là encore, il y a de nouvelles industries qui vont se développer au Gabon. Monsieur le ministre, le problème n'est peut-être pas qu'il n'y ait du pétrole ou pas, puisque nous savons que le Gabon, il y a du pétrole, tout comme il y a du gaz, avec notamment les découvertes qui se font, je ne vais pas dire chaque jour, mais quand même, nous savons qu'il y a du pétrole, qu'il y a du gaz. Le problème, c'est que ce gaz ou que ce pétrole soit vraiment productif, c'est-à-dire rentable pour les Gabonais. Qu'au bout du compte, on se dise bien, oui, notre pétrole... Pour vous, qu'est-ce que c'est Venons-en à la question du gaz rentable? Pardon? Pour vous, qu'est-ce que c'est que du pétrole et du gaz rentable? Monsieur le ministre. Vous me demandez... Monsieur le ministre, le principe de l'émission, les journalistes posent des questions, vous répondez. On ne va pas inverser les rôles, malheureusement. Monsieur Tessa, mon gars, vous savez, moi, je suis du monde des hydrocarbures. J'ai un code, j'ai des normes qui ne sont peut-être pas celles de votre collègue. C'est pour ça que je lui demande de préciser sa question. Pas du bien, surtout, et peut-être aussi de la population. Du public qui nous regarde en ce moment. C'est cela, monsieur le ministre, parce que c'est eux, notamment, normalement, que vous devez informer. Qui sont peut-être pas... Formulez la question, s'il vous plaît. Je l'ai formulée, monsieur le ministre. Je vais préciser votre question. Oui. Est-ce que la production d'hydrocarbures au Gabon a des retombées bénéfiques pour les populations? C'est bien cela dont vous voulez parler. Voilà. Oui. Oui, parce que depuis 2009, regardez ce qui est fait. Nous avons rationalisé, nous avons amélioré la gouvernance de nos contrats pétroliers. Regardez, il y a de plus en plus de kilomètres de route bitumée, il y a des hôpitaux ultramodernes construits, il y a des écoles construites. Et il y a aussi... excusez-moi, il y a même des aides sociales aux populations les moins nantis, avec l'outil de la CNAPGS. Ce sont des avancées notoires sur lesquelles il ne faut pas qu'on s'assied, madame. Je suis bien d'accord avec vous, mais la majorité des Gabonais continue quand même. Bien sûr, Rodrigue, mais la majorité des Gabonais continue quand même à crier, malgré toutes ces avancées. Ce qui veut dire que ces avancées restent insuffisantes. Madame, la majorité des Gabonais continue à crier malgré ces avancées.
Moi, je vais vous donner une information qui va vous surprendre. Informez-moi, monsieur le ministre. Ce midi, j'étais avec mon collègue du ministère du Travail dans un centre de formation au métier de la restauration et de l'hôtellerie où il y avait 22 lauréats diplômés. Les 22 lauréats ont été embauchés. Mais la problématique, c'est qu'il faudrait qu'on donne des métiers aux Gabonais. Il sera notre prochain invité, monsieur le ministre. Notre prochain invité. Avancer certainement la création de la Gabon Oil Company en 2011. Oui. Cette entreprise aujourd'hui ressemble plus à une nébuleuse. On ne sait pas très bien comment elle fonctionne. Vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, cette compagnie fonctionne très bien. Cette compagnie nous a permis d'avoir des résultats très intéressants. Pourquoi on a créé une compagnie nationale d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures? C'était pour pouvoir avoir un autre regard que celui de l'administration. C'était pour avoir un regard du dedans, pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'industrie pétrolière, pour mieux structurer les coûts de l'industrie pétrolière et pour nous permettre d'avoir le juste prix quand nous, administration, on va contrôler et auditer les compagnies pétrolières. Une question dans ce sens, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Allez-y. La Gabon Compagnie, nous nous sommes permis, contre l'avis de la majorité des Gabonais, de confier à la Gabon Compagnie un champ pétrolier à exploiter, le champ d'Obangué. La Gabon Compagnie est revenue vers nous en nous disant, nous, on exploite sans les coûts d'investissement, à un certain prix. Et aujourd'hui, l'administration gabonaise sait que sans les coûts d'investissement, dans l'environnement du champ d'Obangué, un environnement similaire, le coût de production est de temps. C'est une information qu'on n'avait pas avant. Il y a justement une question dans ce sens, monsieur le ministre. Nous allons la prendre par SMS. Quelles sont les ambitions du gouvernement à travers la création de Gabon Oil Company? Voilà, vous pouvez apercevoir cette question sur votre petit écran. Quelles sont les ambitions du gouvernement à travers la création de Gabon Oil Company? Les ambitions du gouvernement sont simples. Être présent dans le secteur de la production et l'exploration des hydrocarbures, avoir des compétences gabonaises de pointe et participer de manière plus active au développement de ce secteur. La Gabon Oil Company a opéré un champ. Ils vont rentrer en production avec le champ de la Remboué avant la fin de l'année. La Gabon Oil Company va, avant la fin de cette année, signer de nouveaux contrats de production de champs. La Gabon Oil Company va pouvoir se positionner dans le monde des infrastructures. Parce que c'est une chose de produire, mais il faut transporter et il faut exporter. La Gabon Oil Company va se positionner sur ces segments, va renforcer la présence de la République gabonaise et du Gabon dans ces segments de l'industrie des hydrocarbures. Quel est son chiffre d'affaires aujourd'hui? Quel est son chiffre d'affaires aujourd'hui? Son chiffre d'affaires, c'est une question colle. Et je vais vous dire ce que j'ai dit à vos prédécesseurs lors de mes émissions télévisées. Je ne m'occupe pas des chiffres, je m'occupe du moins des chiffres monétaires. Je m'occupe des chiffres de production. C'est mon rôle. Les chiffres monétaires, c'est mon collègue du budget. Monsieur le ministre, concernant toujours la Gabon Oil Company, de quel type de technologie dispose cette entreprise? Est-ce qu'elle est capable de compétir avec les majors, par exemple, dans le domaine de l'offshore profond et très profond? Quelle est sa place aujourd'hui dans la technologie dans le monde pétrolier n'appartient pas aux entreprises. Quelques-unes ont des brevets, c'est vrai, mais elle n'appartient pas aux entreprises. La technologie dans le monde pétrolier s'achète auprès de sous-traitants tels que Schlumberger, Halliburton et les autres. La problématique de la Gabon Oil Company aujourd'hui, c'est sa surface financière. Comment ça, monsieur le ministre? C'est sa surface financière. Comment ça? C'est une jeune compagnie. Oui. Elle n'a pas suffisamment d'assets. Elle n'a pas d'énormes volumes de pétrole à commercialiser. Donc elle ne peut pas concurrencer Shell, Chevron ou Exxon. Quelle est sa place, s'il vous plaît, Louis-Philippe, quelle est sa place aujourd'hui dans l'environnement du secteur pétrolier? Aujourd'hui, pour le moment, elle ne fait que de la commercialisation de produits. Elle excelle dans la commercialisation, puisque je peux vous dire aujourd'hui que c'est cette société qui a les meilleurs prix de vente du pétrole gabonais. De notre côté, elle va rentrer dans la production. Nous allons renforcer sa présence dans la production et j'espère que dans une vingtaine d'années, elle pourra être parmi les... Monsieur le ministre, vous dites qu'elle va rentrer dans la production quand à peu près? Je vous ai dit avant la fin de cette année, avec le champ de Remboué, elle
on prévoit qu'elle va produire 1000 à 1500 barils par jour. Oui. Monsieur le ministre, vous avez parlé justement des technologies en ce qui concerne le forage. Et au niveau du Gabon, il y a des Gabonais, des jeunes entrepreneurs qui s'intéressent à ce domaine. GM Énergie, vous avez certainement entendu parler. GM Énergie. GM Énergie. Ils ne font pas de forage. Ils ne font pas le forage? Non. Ils font dans la boue de forage. Ok. Mais la question que je voulais poser, c'est quelle est la nature justement des rapports entre Gabon Oil Company et ses sous-traitants? Le monde pétrolier est un monde très sélectif. Le monde pétrolier est un monde très sélectif et on se doit de choisir les entreprises les plus performantes. GM Énergie est une entreprise créée par un jeune compatriote qui se positionne au même titre que la GOC dans le domaine de la sous-traitance des travaux de forage, plus précisément pour le traitement des boues, confection des fluides qui actionnent les traitements de forage, qui ramènent en surface les différentes couches géologiques, filtration de ces boues pour faire l'analyse géologique. Aujourd'hui, GM Énergie a signé un accord avec Shell Gabon. Ce sont des sociétés qui se développent progressivement. Et nous espérons que d'ici une dizaine d'années, GM Énergie va conforter sa place dans la sous-région parce que GM Énergie n'a pas que des marchés au Gabon. Ils interviennent au Tchad, ils interviennent au Congo. Et quand j'ai le plaisir de rencontrer ce jeune compatriote, je l'encourage. Et il est venu échanger avec nous lors du premier forum sur la sous-traitance. Et nous espérons que lors du prochain forum, il pourra signer des partenariats avec de plus grandes sociétés pour pouvoir capitaliser au point de vue expérience et matériel. Monsieur le ministre, alors s'il vous plaît, Louis-Philippe, Gabon Oil Company est bien placé sous la tutelle du ministère du pétrole et des hydrocarbures. Oui. Étienne Dieudonné Ngoubou, c'est vous qui avez donné des instructions pour que les reporters n'aient pas l'accès à l'information à Gabon Oil Company? Attention, excusez-moi, cher ami, vous me surprenez. L'équipe de Faire Savoir, je remonte une information, l'équipe de Faire Savoir était sur place. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu les instructions pour pouvoir communiquer. J'assure la tutelle de cette société d'État, certes, mais je ne la gère pas. Envoyez-moi vos équipes dès demain et ils auront accès à la direction générale de la Gabon Oil Company parce qu'il a l'obligation de communiquer. Ses actionnaires, c'est le peuple gabonais, représenté par l'État. Donc il doit communiquer envers le peuple gabonais. Donc ça a dû être une erreur d'un de ses collaborateurs. Ça me surprend que le directeur général ait refusé de vous rencontrer. Peut-être qu'il n'était pas là, peut-être qu'un de ses collaborateurs n'a pas compris la stratégie de communication de cette société. Je vais appeler le directeur général dès demain matin et m'assurer qu'il prendra contact avec vous. Monsieur le ministre, message reçu, Étienne Dieudonné Ngoubou. Monsieur le ministre, une question intéressante, oui, certainement celle de la loi 11-2014 du 28 août 2014 concernant le nouveau code des hydrocarbures. La loi sur les hydrocarbures en République gabonaise. Oui. Le code... pardon, la loi des hydrocarbures. La loi, le code, ça sera la loi, les décrets et les arrêtés. Voilà, justement. Et donc, on dit que ce nouveau code frustre également les entreprises du domaine pétrolier, donc les majors notamment. Qu'est-ce qui a changé? Je suis surpris quand vous me dites. Mais bien sûr, nous nous informons. Je suis tous les jours avec eux, personne ne s'en est plaint. Ils sont nombreux à vouloir venir signer de nouveaux contrats avec la République gabonaise. Mais pourtant, il apparaît comme à Monsieur le ministre, c'est peut-être de rappeler ce qui va changer. Léonin. Non. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, vous savez, il y a une école qui a essayé de contester la mise en œuvre de ce texte et sa promulgation. Et le premier régulateur de la République a commandité une étude mondiale. Le Gabon se situe au milieu des 37 pays évalués. Nous sommes, je pense, à la 16e place. Nous avons une loi attractive. Elle n'est pas contraignante. Pas du tout. Monsieur le ministre, elle est incitative même. Voilà, puisque vous nous dites qu'apparemment il n'y a pas de conflit avec les entreprises, l'occasion serait peut-être de nous dire ce qui s'est passé, par exemple, avec Adax et Total. Sur le plan technique, très simple. Très très simple. Adax opère en République gabonaise de champs. Tiengui au Bangui.
et avaient l'obligation de développer un troisième champ, ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est une pénalité. Ensuite, ils ont acheté ces champs à une petite entreprise canadienne. Dans les années 80, plusieurs entreprises canadiennes cotées à la bourse d'Ontario se sont lancées dans la recherche minière dans les nouveaux territoires, rien que pour faire des plus-values minières. Ils trouvaient un champ, ils évaluaient les réserves, ils mettaient en production, ils vendaient. Adax est arrivé à racheter, les Canadiens ont vendu à une société, et cette société a vendu à Adax. Et Adax a vendu à Sinopec. Mais les standards de l'industrie pétrolière n'étaient pas respectés. Ces petites entreprises avaient eu la maladresse de commettre quelques indélicatesses sur le plan environnemental. Vous voulez que moi, qui suis du secteur, en arrivant au ministère, en voyant cela, je laisse faire? Ou j'avais l'obligation de protéger les Gabonais futurs, les générations futures? Et au finish, est-ce que nous avons eu gain de cause? Nous avons rappelé à l'ordre la société Adax. Certaines personnes leur ont conseillé de ne pas écouter nos recommandations. Nous sommes allés en arbitrage. Le premier avis a été rendu en faveur de la République gabonaise. Et Adax s'est fait rappeler à l'ordre par son actionnaire principal, Sinopec, et les a obligés à revenir négocier avec la République gabonaise. Nous avons fini les négociations, le dossier est clos. Adax devient l'un des opérateurs que je choisis, puisqu'ils sont en train d'améliorer leur production et battre des records. Et en ce qui concerne l'avis de redressement fiscal de Total, qui a également causé... Vous dites bien redressement fiscal. Bien sûr. Il fallait poser la question au ministre de l'économie. Le fisc, c'est le ministre de l'économie. Oui, mais vous êtes concerné par le secteur pétrolier, monsieur le ministre. Au moment, justement, vous êtes concerné par le secteur pétrolier. Nous avons besoin certainement de beaucoup d'argent. On parlait d'à peu près Poser 400 la milliards. question au ministre de l'économie, c'est lui qui s'occupe du fisc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Total a reconnu certains griefs et que Total a eu un accord avec le ministre de l'économie. Il est mieux passé que moi pour vous donner les détails. Ok, nous allons parler pétrole alors. Moi, j'ai été heureux qu'il y ait une issue favorable pour la République gabonaise. Monsieur le ministre, nous allons parler pétrole. Monsieur le ministre, nous allons parler des découvertes, des gisements des hydrocarbures, des nouvelles découvertes. Alors, je vous accorde deux dernières questions, s'il vous plaît. Voilà, ils en découvrent tellement que je ne les ai pas tous en mémoire. Moi, la question. D'accord, mais peut-être que vous allez nous citer justement quelques-unes de ces découvertes. En attendant, Monsieur le ministre, en attendant. Allez-y, je vous écoute. Voilà, peut-être moi je vous parlerai de celle de Ndiembu, que je prononce bien, dans l'Angounier, notamment. Non, ce n'est pas une découverte, c'est une confirmation de réserve. C'est une confirmation de réserve. C'est une confirmation de réserve. C'est Morel Pomme. Oui. C'est une confirmation de réserve. Ce n'est pas une découverte. Monsieur le ministre, on a savait qu'il y avait du pétrole, on est allé voir plus loin pour savoir si le réservoir s'étendait plus loin. C'est une confirmation de réserve. D'accord. En ce qui concerne les découvertes. Oui, la question qui m'intéresse, monsieur le ministre, c'est celle de la responsabilité sociétale des entreprises. Ah, ça, c'est un grand débat. Ah oui, plus de... C'est de la philosophie, ça. Hein. Plus de 50 ans après l'exploration du pétrole au Gabon. C'est de la philosophie parce que, justement, les termes ne sont pas interprétés de la même manière par toutes les parties. Comment ça, monsieur le ministre ? Vous allez nous en dire plus. Dans les coulisses, on dit que petit à petit, Shell se retire certainement. Ah, vous me l'apprenez? Shell se retire? Oui, Shell... Ah non, vous auriez dû Ou bien Shell réduit certainement... Réduit la voilure? Non, je ne crois pas. Comment ça? Expliquez-vous. Oui, mais au finish, la question qui se pose, c'est que 40 ans après, qu'est-ce que ces entreprises ont apporté véritablement d'un point de vue purement sociétal au Gabon? Écoutez, moi notamment aux populations justement, qui sont installées dans les zones, bien sûr, dans leur zone d'activité. J'ai quitté Gamba en 98 parce que ma dernière année, j'étais à Arabi. Et j'ai eu le plaisir de repartir à Gamba il y a 2 ans. J'ai pu constater que le centre médical de Gamba avait été multiplié par 4 en superficie. Et que le personnel a été soutenu par Shell. Qu'est-ce que ces opérateurs emmènent aux populations? Ils aident l'État à maintenir un certain plateau médical. Qu'est-ce que ces opérateurs amènent aux populations? Ce sont eux qui maintiennent la ligne aérienne entre Gamba et le reste du pays. Qu'est-ce que ces opérateurs amènent aux populations? Ce sont eux qui développent, avec l'État, le lycée. Mais est-ce qu'il y a des obligations légales fixées dans la loi?
Il y a certaines obligations et cela a fait l'objet d'une réforme à la suite de la loi 11 de 2014. Il y a des obligations et justement le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a instruit pour qu'on puisse optimiser le concours de ces compagnies en nous collant au plan stratégique Gabon émergent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons faire en sorte que ces sociétés se réunissent dans un syndicat et agissent conjointement pour avoir un meilleur impact de leur présence auprès des populations qui vivent dans l'environnement de leur production. Pour conclure sur cette question, Étienne Dieudonné Ngoubou, pourquoi parlez-vous d'interprétations diverses? Étienne Dieudonné Ngoubou, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Pourquoi parle-t-on d'interprétations diverses, voilà, autour de la responsabilité sociétale des entreprises? Oui, vous le disiez tout à l'heure. Oui, parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont des définitions différentes. OK? Certaines personnes pensent que ce sont des communautés qui doivent s'asseoir pour demander des choses aux sociétés. Cette démarche ne participe pas du développement durable. Quelle est la démarche? La démarche, aujourd'hui, c'est de mettre en place des programmes, de les cadrer, d'évaluer leur soutenabilité et de les mettre en œuvre avec des critères d'évaluation régulière et des audits réguliers. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. C'est ce qui est en train de se faire actuellement. Je vais vous raconter sans citer. Très rapidement, monsieur le ministre, très rapidement. Avant de nous raconter, monsieur je vous accorde 2 dernières minutes, s'il vous plaît. Peut-être avant de nous raconter, monsieur le ministre, peut-être nous dire à peu près dans combien de temps on pourra avoir des résultats? Oui. Très rapidement, madame. Très rapidement. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Je vais vous raconter, dans un village du Gabon, très rapidement, monsieur le ministre, les communautés ont demandé à recevoir des subsides pour faire de l'agriculture. Dès que les subsides ont été mis en place, on a acheté des voitures, on a construit des maisons d'habitation, mais il n'y a jamais eu de plantation. Et ce n'est pas ça l'objectif recherché? Non, ce n'est pas ça l'objectif recherché. Voilà, ce qui nous permet, monsieur le ministre, d'emboîter directement le pas dans la dernière partie de cette émission. 2014 a été marqué par des pénuries de carburant, des grèves répétées dans le secteur pétrolier, notamment avec l'Organisation nationale des employés du pétrole. Comment avez-vous vécu ces pénuries? Nous avons justement posé cette question à certains compatriotes. Nous les écoutons. Vous savez que récemment, nous avons connu des troubles sociaux importants, notamment la grève de l'ONEP, qui a eu des impacts vraiment lourds sur les populations, avec des difficultés au niveau de l'alimentation en essence, en pétrole et en gasoil, mais également au niveau de la possibilité d'obtenir la facilité d'acquérir le gaz. Donc, ces troubles sociaux, aujourd'hui, nous vivons encore un tout petit peu ces impacts-là, ce qui fait que nous avons du mal concrètement à savoir si les effets que nous ressentons aujourd'hui sont réellement liés à cette grève-là ou si c'est réellement lié à la baisse du coût du baril de pétrole. Si nous, on n'a pas de carburant, si on n'a pas de gasoil, nous n'avons pas fait de travail comme il se doit. Puisque même en matière de gaz et tout ça dans nos foyers, on n'arrive plus à nourrir nos familles. C'est vrai que récemment, tout a dû rentrer dans l'ordre, mais on a passé au moins 2 mois minimum, et ça n'allait pas, quoi. Hein, on prenait même du carburant, à ce que j'ai appris. Je n'ai pas vérifié les sources de cette information, mais on a dû importer du carburant d'autres pays et tout. Donc vous comprenez aisément qu'on a bien ressenti la crise de carburant, de gaz également. La pénurie s'est fait ressentir sur l'étendue du territoire national. Et particulièrement à Port-Gentil, la ville, comme on dirait, qui est la ville économique du pays où le pétrole est fabriqué et tout ça. Mais la crise du pétrole a fait rage là-bas et jusqu'à présent, je crois savoir qu'il n'y a pas de gaz. Donc le gaz part de Libreville pour aller vers Port-Gentil. Est-ce que vous trouvez ça normal? Depuis un certain bon bout de temps, nous, on a de la peine pour pouvoir consommer et ça nous empêche de travailler normalement. Donc c'est un secteur où la chute pétrolière, vous connaissez très bien, qui a pris le coup au niveau mondial. On ne peut pas dire que c'est seulement national, mais d'autant nous devons tous comprendre. Et si peut-être c'est les travailleurs ou bien les chargeurs qui se permettent de demander trop, qu'ils essayent de verser un peu d'eau dans leur verre. Jusqu'à aujourd'hui, en tant que consommateur d'essence, je n'ai pas encore ressenti les effets puisque le prix à la pompe n'a pas évolué.
que ce soit pour l'essence, le gasoil ou le pétrole. Également le gaz, nous n'avons pas encore vu une augmentation de coûts. Nous savons bien sûr que ces produits-là sont subventionnés par l'État. Est-ce que l'État va nous annoncer demain une augmentation de ces prix-là? Nous ne savons pas. Mais nous espérons simplement que l'État va pouvoir continuer à maintenir le coût de ces produits. D'autant plus qu'aujourd'hui, de ce que je sais, c'est que le coût du baril est en train de remonter légèrement. Monsieur le ministre, vous venez d'entendre ces quelques réactions. Pénurie de gaz butane, pénurie de carburant en 2015. Comment allons-nous vivre 2015, puisqu'on parle de la crise pétrolière? La crise pétrolière n'a eu aucun effet sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, carburant, gaz. Aucun effet. Pénurie, il n'y a pas eu pénurie. Il y a eu des difficultés de distribution. Il y a eu des mauvaises... Comment ça, il n'y a pas eu pénurie? Il n'y a pas eu pénurie. Monsieur le ministre, on a vu les files d'attente devant les stations de pompe. Je suis d'accord avec vous. Pendant combien de jours? C'est de la pénurie. Pendant combien de jours? Pendant plusieurs semaines, parfois. Non. Mais si, monsieur le ministre. Non, vous vivez à Libreville? Mais j'ai moi-même été obligé de gérer l'approvisionnement de la capitale en carburant pendant plus d'une semaine. Je l'ai fait moi-même. J'ai imposé à mes directeurs généraux de me rendre compte toutes les 2 heures. J'ai bravé certains principes appliqués par les marketeurs pour faire en sorte que toutes les stations puissent être livrées. On a eu des tensions, elles n'ont jamais excédé 4 jours. En définitive, il y a eu pénurie ou pas? Il y a eu des tensions d'approvisionnement en produits pétroliers sur le territoire national liées au fait qu'on a séquestré certains stocks de la République gabonaise. On a refusé que la République gabonaise ait accès à des stocks constitués sur le territoire national. En qui, monsieur le ministre? Les adhérents de l'ONEP. Nous avions des stocks non négligeables à Port-Gentil, parce qu'on avait fait de Port-Gentil le lieu de stockage de nos réserves en produits pétroliers. Les adhérents de l'ONEP ont refusé qu'on ait accès à ces stocks. Et vous savez pourquoi, monsieur le ministre? Et nous avons pris des mesures palliatives, ce qui fait qu'on n'a jamais eu plus de 3 jours de crise à Libreville. Pour ce qui est du butane à Port-Gentil, ce sont des problèmes de logistique. Je vais vous donner une information. Nous sommes là pour faire savoir. Vous savez ce que c'est qu'une raffinerie? Nous sommes là pour faire savoir. Une raffinerie, c'est une bombe. On ne peut pas laisser une raffinerie fonctionner sans surveillance. C'était le cas? La raffinerie de Sogara à Port-Gentil a fonctionné plus de 2 heures sans surveillance. Le directeur général a dû menacer pour que les opérateurs viennent arrêter la raffinerie. Alors, Étienne Dieudonné Ngoubou, Je termine en disant, la République gabonaise ne peut pas accepter que des individus prennent en otage la population. Des Gabonais. Gabonaises. La République gabonaise ne peut pas accepter que les Gabonais prennent en otage la population gabonaise. Et je vous le dis, en vous regardant dans les yeux, notre rôle, en tant que gouvernement de la République, c'est de faire en sorte que ce genre de choses n'arrive pas. C'est la raison pour laquelle, je le dis, devant tous les Gabonais, l'ONEP a été obligé de lever son mot d'ordre de grève sans avoir pu obtenir une fin de négociation avec le gouvernement. L'ONEP a entamé un bras de fer avec le gouvernement, on les a regardés faire, nous avons pris nos responsabilités. Vous n'entamez pas là un autre bras de fer? On a continué, non, on a continué à assurer un service public de distribution des produits pétroliers, service public pour lequel il y a l'obligation du service minimum. L'ONEP a refusé. Je vous ai bien dit, abandonne la raffinerie pendant plus de 2 heures sans surveillance. Si elle avait explosé, on rasait toute la zone portuaire de Port-Gentil. Alors, Étienne Dieudonné Ngoubou, je vous regarde également dans les yeux pour vous présenter Dina Koussou et Innocent Badouma, respectivement de Canal 7 et de l'Union. Vos questions. Enchanté. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Vous faites bien de parler justement de cette pénurie de gaz. Vous dites qu'il n'y a pas pénurie. Il y a eu des tensions dans l'approvisionnement. Très bien, nous allons donc rectifier, utiliser vos propos. Nous allons parler de tensions. Alors, la République gabonaise ne peut pas accepter que des individus prennent en otage. Un service public. Un service public. Exactement. Je le dis, je peux le démontrer. Donc, le gouvernement préfère utiliser l'option de l'intimidation au lieu du dialogue, c'est ça? Excusez-moi, madame. Expliquez-nous. Qui a tenté d'intimider?
C'est vous qui avez les rênes. C'est vous qui dirigez. Qui a tenté d'intimider? Monsieur le ministre, excusez-moi. à chaque fois, vous inversez les rôles. Ah non, j'inverse pas. Vous êtes là pour faire savoir. Vous êtes là pour faire savoir, monsieur le ministre. Il y avait des négociations en cours avec certains délégués du personnel d'ADDAX et des représentants de l'ONEP. Quand ces derniers quittent la salle, et le lendemain, on apprend qu'il y a un mot d'ordre de grève générale. Pas déposé auprès des employeurs, mais déposé auprès du gouvernement. Est-ce qu'un employé peut déposer un préavis de grève à une autre personne que son employeur? Dites-nous, monsieur le ministre. La loi dit que non. Première chose. Deuxième chose, quand je suis arrivé au ministère du Pétrole, l'ONEP avait l'habitude d'aller fermer les vannes sans l'avis du propriétaire des installations. Toutes les installations pétrolières sur le territoire national sont propriété de l'État. Et l'État délègue la gestion à un opérateur économique. L'opérateur économique qui avait la responsabilité de ces installations pétrolières n'avait pas donné autorisation à la fermeture des vannes et l'ONEP fermait les vannes. L'ONEP prenait en otage la République gabonaise en coupant la République gabonaise de ses principaux revenus. Alors, puisque nous parlons longtemps de l'ONEP, nous avons justement permis d'abandonner la raffinerie de Port-Gentil pendant plus de 2 heures sans surveillance. Si elle avait explosé, on aurait dit que l'État n'était pas conséquent avec elle-même. Monsieur le ministre, nous avons justement entendu, permettez-moi, Innocent Dina, nous avons justement entendu, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je l'ai dit à vos collègues tout à l'heure, j'ai été moi-même délégué du personnel. Monsieur le ministre, nous avons justement tendu notre micro au secrétaire général de l'ONEP. Nous l'écoutons. Sur la question des licenciements, nous aimerions bien que les autorités nous disent dans les prochains jours comment elles comptent essayer d'atténuer l'impact de ces licenciements massifs qui vont intervenir tout au long de l'année 2015. Parce que la crise, elle risque d'être, de toutes les prévisions que nous entendons de la part des analystes, c'est que la crise pourrait durer. On pourrait rester très longtemps sous les $60. Donc ce qui n'arrange en rien la situation des travailleurs du secteur pétrolier et des Gabonais en général. La relation aujourd'hui entre le gouvernement et l'ONEP, c'est la même relation entre le gouvernement et les autres syndicats. Et ce que les syndicats reprochent au gouvernement, c'est quoi? C'est qu'on infantilise les acteurs. Le gouvernement refuse, à notre avis, de reconnaître que les syndicats sont des acteurs indépendants, parce que c'est ça la norme. La norme de l'Organisation internationale du travail, c'est que les organisations des travailleurs sont indépendants. Ils sont indépendants des organisations d'employeurs, ils sont indépendants des pouvoirs publics, des partis politiques, etc., etc. Donc nous sommes des acteurs indépendants. Nous posons des problèmes et nous sommes en quelque sorte des donneurs d'alerte. Lorsque nous parlons de centaines d'emplois qui vont être détruits, c'est une façon aussi d'attirer l'attention du gouvernement pour dire qu'il faudrait que de son côté, il réfléchisse à cette situation parce que c'est le taux de chômage des Gabonais qui va augmenter. Ce sera plus de pères et de mères de famille qui vont devenir miséreux parce que n'ayant plus une activité rémunérée. Est-ce vrai, Étienne Dieudonné Ngoubou, le gouvernement estime que les organisations syndicales ne sont pas indépendantes? C'est le cas au sein du secteur pétrolier? Vous avez déjà reçu l'ONEP? Les organisations syndicales représentent des employés pour tout ou partie du secteur d'activité qu'est la leur. Pour ce qui me concerne, je leur laisse le droit d'exercer leur devoir de représentation dans le cadre de la loi gabonaise. Vous allez m'excuser, mais la loi est faite pour éviter tout dérapage. La loi est faite pour protéger l'ensemble de la communauté nationale. Mais vous êtes des partenaires, monsieur le ministre. Laissez-moi terminer. Pour autant que nos partenaires respectent la réglementation gabonaise, j'assume mes fonctions de ministre. J'assume mes fonctions de ministre. Quand ces derniers sortent du cadre réglementaire et législatif, je me mets en stand-by, en spectateur, et je regarde. Moi, je tiens ici à vous dire que je fais partie d'une longue lignée de serviteurs publics. Et je sais ce que c'est que l'ordre public. Je sais ce que c'est que le devoir d'un citoyen vis-à-vis de son pays. Ce qui n'est pas le cas de l'ONEP. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne fais qu'appliquer
les lois et règlements en vigueur sur le territoire national. Innocent, Monsieur le ministre, les régisseurs du temps nous indiquent qu'il nous reste 15 minutes. On y va, Innocent. On y va, Innocent. Nous allons aborder les 2 derniers points. Vous avez le temps, vous avez le temps. La question de la pénurie. Éclaircissez l'opinion. On a parlé d'importation de carburant. Est-ce vrai, en 2 mots? C'est d'autant plus vrai que le gouvernement de la République a décidé de libéraliser les importations de produits pétroliers sur le territoire national. Nous allons libéraliser les importations de produits pétroliers. Les structures locales seront en compétition avec les structures étrangères. Pour un pays producteur de pétrole, on importe du pétrole. Ce n'est pas un paradoxe? Non, c'est la loi du marché. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour la Sogara? Non. De décider la libéralisation de ce matin, j'étais l'importation encore en discussion avec le directeur général de la Sogara, qui est très enthousiaste. C'est un nouveau challenge pour sa société. Parlons justement de la Sogara et quel sera le devenir de cette société? Vu que l'État a signé aussi une convention avec Samsung pour la construction d'une nouvelle raffinerie. Il n'y a pas de lien entre les 2 raffineries. Il y aura 2 raffineries au Gabon. La Sogara, il peut en avoir 25. Nous avons les capacités. Vous êtes en train de nous informer là. Nous avons l'obligation d'approvisionner le marché national en produits pétroliers. Si 25 usines décident de s'installer au Gabon, pour autant qu'ils aient un marché, mais nous ne pouvons qu'applaudir. C'est la preuve que notre territoire est attractif pour ce qui est l'hospitalité des Gabonais, mais aussi pour ce qui est l'hospitalité de notre système économique. Lors du soutien de la pandémie, vous avez parlé... Lors du séminaire de la pandémie, monsieur le ministre... Je termine. Vous avez parlé du soutien à la Sogara. On a parlé lors du soutien gouvernemental à la Pointe-Denis, vous avez parlé du soutien à séminaire gouvernemental. On a parlé de l'arrêt du soutien à l'activité de raffinage. Il est question de restructurer la Sogara aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit. Mais comment elle va se faire? Nous ne sommes pas propriétaires de la Sogara. L'État actionnaire. Comme tout autre. Mais 25% vous décidez. 25% ne décide pas, il faut 33% pour décider. Minorité de blocage. Mais qu'est-ce qui explique, monsieur le ministre, on l'a appris par l'ONEP que depuis janvier, l'État ne livrerait plus, je préfère le mettre au conditionnel parce que vous allez peut-être infirmer l'information, l'État ne livrerait plus, si vous permettez, du brut à la société de raffinage. Je viens de vous dire que le gouvernement de la République, auquel j'appartiens, auquel j'ai un devoir de discipline et d'obéissance, a décidé de ne plus soutenir l'activité de raffinage et de ne plus soutenir la distribution de produits pétroliers parce que le poids financier n'était plus supportable pour la République. OK? Nous l'appliquons. Je viens de vous dire que le directeur général de la Sogara est heureux. Il est enthousiaste. Parce que c'est un nouveau challenge et il pense pouvoir continuer à faire fonctionner son usine. Maintenant, l'actionnaire qui est l'État gabonais, que je représente avec mon collègue du ministère de l'économie, qui a 25% de shares d'actions dans cette société, suivra les propositions de réforme de restructuration du directeur général de la Sogara. Et si nous pensons que c'est viable, nous resterons actionnaires. Si nous nous rendons compte que ce n'est pas viable, nous allons nous départir de son entreprise. Lors du séminaire gouvernemental à Pointe-Denis, vous avez affirmé que le soutien à l'activité de raffinage était justifié par deux raisons. La mauvaise conception de la structure de raffinage, j'ai le document ici, monsieur le ministre, et la culture d'entreprise, l'influence du politique, notamment dans la Sogara. Vous pensez que la Sogara va continuer à tourner si ces 2 éléments ne sont pas solutionnés? Monsieur le directeur général de la Sogara, représentant des actionnaires, donc représentant des propriétaires de la Sogara, estime qu'il peut faire fonctionner la société en améliorant ces 2 points. Donc, nous allons peut-être avancer et parler de la construction d'une nouvelle raffinerie. Oui. Et vous l'avez annoncé en marge du 5e congrès du pétrole africain, si je ne me trompe pas. Oui. Mais où en est-on avec cette construction? Où en est-on? Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est de faire en sorte qu'il y ait le volume le plus important possible de matières premières gabonaises transformées sur le territoire national. OK? C'est sa stratégie politique. À partir de ce moment, peut-être qu'il y aura 3 ou 4 raffineries sur le territoire national. Je ne peux pas présager de ce qui va arriver dans
quelques années, dans quelques décennies. Pour ce qui est de Samsung, il y a un travail qui se fait dans la répartition des missions et des charges. Le ministère s'occupe de la politique, de la stratégie et des autorisations. Samsung travaille à la réalisation d'une raffinerie au Gabon. Ils viennent de terminer leur étude de faisabilité. Ils sont en train de nous la présenter pour nous démontrer que leur projet est viable. Et quand le gouvernement se prononcera, on va certainement vous informer. Donc nous sommes dans une phase embryonnaire, c'est ça? Nous sommes dans une phase de fin d'études. Nous sommes dans une phase de fin d'études. Et je l'ai dit sur ce plateau il y a quelques mois, tout projet d'envergure, entre la date de décision et la date des premiers coups de pioche, il y a entre 5 et 6 ans qui se passent. Là, nous sommes à 4 années. Nous sommes dans la phase de préparation. Donc c'est en 2016, c'est ce que vous êtes en train de dire, ou 2017. Les travaux pourraient commencer en 2016-2017. Monsieur le ministre, abordons maintenant la question de la société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers et notamment la question du stock de sécurité, le stock stratégique et le déploiement des unités, des infrastructures, autant pour moi, de stockage de produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Comment ça se passe? On dispose du stock de sécurité nécessaire. Vous avez parlé de stock stratégique. Stock stratégique, oui. Donc vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas, en tant que protecteur des populations gabonaises dans ce secteur, accepter que quelqu'un aille fermer une vanne et la cadenasser? Vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui le Gabon a une capacité de résister au cas où un événement quelconque Notre autonomie aujourd'hui est de 30 jours. 30 jours. Nous avons été instruits... Pas une semaine comme on a vu avec les files d'attente. Non, 30 jours. Je vous ai bien dit qu'on nous a empêché d'avoir accès au stock qu'on avait constitué dans les installations nationales. C'est pour ça qu'il y a eu quelques stress au niveau de la distribution. Monsieur le ministre, vous savez bien parler des tensions, des stress. Et je dis bien que nous avons une capacité de stockage de produits pétroliers de 30 jours. Puisque vous êtes parfaitement au courant de ce qui s'est passé au séminaire gouvernemental, vous devez savoir qu'on nous a demandé de la porter à 60 jours. Nous y travaillons. Ce sera fait? Nous y travaillons. Et comme je vous disais tout à l'heure, certains chantiers vont être ouverts pour faire en sorte qu'il y ait déplacement du personnel à l'intérieur du secteur et non pas création de chômage à l'intérieur du secteur. Et ces projets feront en sorte que, pour des compétences identifiées, de nouvelles opportunités d'emploi vont être créées. Et comme je vous ai dit, dans cette période de récession du secteur des hydrocarbures, au plan mondial, ceux qui vont le plus souffrir, ce sont les sous-traitants. Et ce sont ces sous-traitants que nous allons solliciter pour la réalisation des infrastructures de stockage et de transport. Monsieur le ministre, vous avez encore 5 minutes, une personne à la fois. Merci. Monsieur le ministre. On va peut-être revenir sur la SGEPP. Voilà. Oui. Donc, il s'est dit dans les couloirs, j'espère que ce n'est pas le cas, vous allez certainement nous le confirmer, que durant la grève de l'ONEP, l'État aurait pris des agents, enfin des sapeurs-pompiers, pour remplacer les grévistes de la SGEPP. Est-ce que c'est vrai? L'État n'a pas pris des sapeurs-pompiers pour remplacer les agents de la SGEPP. Je vous ai dit que l'État a assuré la continuité de service. Comment? Expliquez-nous. Et, comme votre collègue l'a si bien dit tout à l'heure, madame, excusez-moi. Monsieur le ministre... Les produits pétroliers sont des produits stratégiques. Et vous allez m'excuser, la loi nous commande de former du personnel militaire à l'exploitation de nos entrepôts. Donc vous confirmez que les sapeurs-pompiers ont bel et bien remplacé les grévistes? Non, les sapeurs-pompiers n'ont pas remplacé les grévistes. Oui. Le personnel de la SGEPP s'est mis en grève. Nous avons respecté ce droit de grève. Et ceux de la SGEPP d'Ibreville ont respecté la loi en laissant le libre accès à l'entrepôt de Podovendo. Et comme la loi nous le permet, et comme cela avait été programmé, puisque ces sapeurs-pompiers ne sont pas arrivés comme ça pour opérer des installations sans les connaître. Ils avaient été formés pour cela auparavant. Comme la loi nous autorise, on a mis en place ce système stratégique de gestion des entrepôts. Et ce système stratégique de gestion des entrepôts fait appel au personnel de la Défense nationale
Et ces entrepôts sont passés sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. Alors, je comprends que vous venez de confirmer, même si vous avez utilisé, vous avez essayé d'embellir, mais je pense que vous venez de confirmer, madame. vous le disiez. Mais vous parlez de stress, de tension lorsque nous parlons de pénurie. J'ai expliqué que la loi et le règlement autorisent le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d'urgence en cas de menace stratégique. On était sur le point, on a pris en otage l'économie gabonaise, on était sur le point d'arrêter l'économie gabonaise en coupant l'alimentation en carburant. Parce que ce n'est que ça, madame. Deux dernières questions. Et le ministre de la Défense a pris ses responsabilités en tant que premier défenseur du territoire national. Il a pris possession des entrepôts. Deux dernières questions. Dernière préoccupation sur la SGPP avant d'aborder la question des compétences humaines, c'est les unités de stockage. Oui. On a deux principales unités de stockage, Libreville et Njolé. Est-ce que ce n'est pas déséquilibrant? Non, cher ami, nous n'avons pas deux. La SGPP a deux champs de stockage, Ovendo et Mwanda. Oil Libya, on a deux, Port-Gentil et Njolé. Total Marketing, on a un, je crois, à Lambaréné. Ça fait 5 ? Oui, et puis ces capacités sont insuffisantes aujourd'hui, vu que le marché s'est développé. Ces installations sont... l'arrière-pays est moins desservi. Non, l'arrière-pays est très bien desservi. Ces installations sont vieilles, il faut les remettre à niveau. Ceci fait partie de la réflexion qui nous a été instruite par monsieur le Premier ministre du gouvernement. Dernière question sur les compétences. Oui, justement, monsieur le ministre, le gouvernement a-t-il les ressources humaines nécessaires pour contrôler le coût de production du baril sur tout le territoire? Au niveau de l'administration. Comment ça se passe? Madame, vous savez, le gouvernement a une expertise et une compétence reconnue. OK? Pour avoir des compétences pointues, on fait appel à des cabinets d'experts qui viennent en renfort. Donc ne pensez pas que... Et on parle souvent de corruption, etc. Comment ça se passe? Quel est le contrôle? Ça fait, je pense... merci de m'avoir invité à presque 3 ans de mon entrée au gouvernement. Mais je crois que depuis que vous êtes la bienvenue, monsieur le ministre, vous êtes la bienvenue. Et nous sommes là pour faire savoir. Nous restons en attente. Je crois que depuis que je suis ministre, depuis que son Excellence, monsieur le Président, chef de l'État, m'a fait l'honneur de me confier la charge de la mission du ministère du pétrole et des hydrocarbures, on n'a pas entendu parler de corruption, de détournement de fonds. Vous savez, il suffit de rappeler aux fonctionnaires qu'ils ont un devoir de probité vis-à-vis de la population et de son Excellence, monsieur le Président de la République, pour qu'ils fassent leur job. Moi, je n'ai jamais entendu parler... passer ce message à vos collègues. Et ce sera votre dernière intervention, Dina Couso. Depuis que je suis dans ce ministère, je n'ai pas entendu parler de corruption, de malversation. Monsieur le ministre, comment se fait... Peut-être renseignez-moi. Peut-être que je n'ai pas... Comme je n'ai pas mes yeux partout... La toute dernière, Innocent, s'il vous plaît, la toute dernière. Comment se fait l'habilitation du personnel? Vous allez parler tout à l'heure de métiers pointus. Oui. Vos directeurs généraux et agents, quand ils se rendent sur les sites pétroliers, est-ce qu'ils sont habilités aujourd'hui? Je vais vous donner l'information. Le directeur de l'exploration, excusez-moi, n'a pas pu se rendre sur le rig de forage de Shell au large de Gamba parce qu'il avait perdu son accréditation. Et il doit partir en stage d'1 semaine en Europe pour pouvoir l'acquérir. Les accréditations des personnels du ministère ne se font pas sur le territoire national à un certain niveau. On est obligé de les envoyer soit en Écosse, soit en France pour qu'ils puissent les obtenir. 2 accréditations se font sur place, au centre de formation de Port-Gentil. Donc, ne pensez pas que quand on vous parle de la complexité de ces métiers, ce n'est qu'un vain mot. Je peux vous dire que moi, aujourd'hui, même pour avoir travaillé 10 ans sur les installations Shell, je ne pourrais plus retourner sur les installations Shell. Parce que ça fait aujourd'hui 16 ans que j'en suis parti. Étienne Dieudonné Ngoubo, nous arrivons au terme de cette émission. S'agissant des priorités pour 2015, vous êtes déjà passé à la primature, les présenter au Premier ministre? Oui, bien sûr. Je me suis Quelles sont les grandes lignes? Avant de conclure, à cet exercice il y a 3 semaines. Ce n'était pas trop difficile, les réseaux sociaux évoquent des relations conflictuelles avec la primature. Est-ce vrai? Vous me l'apprenez. Le Premier ministre, c'est le chef de l'administration gabonaise. C'est le chef du gouvernement. Il a un rôle bien précis à jouer. Je suis membre de son gouvernement, j'ai une discipline à suivre. Je suis cette discipline. Je vous ai rappelé tout à l'heure que je fais partie d'une lignée de serviteurs publics. Je sais ce que c'est que le sacerdoce de vos fonctionnaires.
Je sais ce que c'est. Je n'ai pas de relation personnelle avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. J'ai une réaction linéaire, du haut vers le bas. Je respecte le Premier ministre dans ses fonctions. J'apprécie l'homme, mais c'est mon chef. Je suis obligé de me tenir à ma place vis-à-vis de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Étienne Dieudonné Ngoubou, votre conclusion, la crise pétrolière, l'avenir des hydrocarbures au Gabon, optimiste, pessimiste, vous déchantez? Moi, je suis optimiste. Lors des différents appels d'offres, et ce sera votre conclusion. J'avais annoncé que pour moi, l'horizon des 500 000 barils par jour pourrait être atteint. Je travaille pour cela et tous mes collaborateurs travaillent pour cela. Peut-être un dernier message en l'endroit de l'ONEP, vos partenaires? Il ne faut pas que les Gabonais et que mes jeunes frères du secteur des hydrocarbures se plaignent de la situation actuelle. Elle est passagère. C'est cyclique. Mais c'est à nous de faire, comme a dit l'une des personnes interviewées, de planifier, d'organiser pour ne pas être en mauvaise posture lors de la reprise des cours. Et c'est à nous d'utiliser cette période pour restructurer notre secteur, pour le rendre plus dynamique et plus attractif pour les partenaires étrangers. Vous vous rendez compte, quand un opérateur arrive au Gabon et qu'il doit développer un champ, il faudrait qu'il construise le pipe pour exporter son but jusqu'à un terminal. Si nous avons un réseau national bien structuré, il n'aura pas à le faire et puis ça permettrait de rendre plus attractif tout investissement dans notre domaine. C'est à cela que nous travaillons cette année. Alors, merci à vous, Étienne Dieudonné Ngoubou, le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, qui était notre invité ce soir dans le cadre de votre émission, notre émission Faire Savoir, le numéro 9e du genre. Pour plus d'informations encore, le journal du gouvernement en libre téléchargement sur la toile, tapez www.gouvernement.ga. Puis, si vous êtes intéressé par un abonnement, écrivez-nous à cette adresse communication.gouvernementale@gouv.ga, communication-gouvernementale@gouv.ga. Sur ce plateau, le ministre Ngoubou nous a fait le plaisir de nous apporter le code des hydrocarbures. Je demande justement à nos caméramans à nos cadreurs de faire un gros plan sur ce code des hydrocarbures. Il est disponible dans votre ministère? Et dans les kiosques également. Et dans les kiosques également. Ouais. Il est gratuit? Dans les kiosques, je ne crois pas. D'accord, nous avons la chance de l'avoir gratuitement. Si vous voulez un exemplaire, vous pouvez passer auprès de mon conseiller en communication. Ce fera un plaisir de vous remettre un exemplaire. Merci à vous, Étienne Dieudonné Ngoubou. Merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision et nos chaînes partenaires, à l'instar de Nour TV, Média Plus et Canal Delta Port-Gentil pour sa franche collaboration. Coup de chapeau à Canal Delta Port-Gentil. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un 10e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir, consacrée en ce moment-là au travail, à la formation professionnelle et à l'emploi. Bonsoir.